Salut à tous et bienvenue dans cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, on part loin, très loin même. On va remonter le cours de l'histoire jusqu'à la fin du 8e siècle, dans une Europe qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Si je vous emmène aussi loin, c'est pour vous faire découvrir l'obsession d'un homme, prêt à toutes les extrémités pour soumettre à son pouvoir un territoire qui va le tourmenter pendant 33 ans. Ce territoire, c'est la Saxe, et cet homme, c'est Charlemagne. Prenez votre crucifix et accrochez-vous à vos âmes. Aujourd'hui, c'est reportage de guerre en plein cœur d'une Saxe à feu et à sang. Allez, c'est parti! Si quis ad diabulo deceptus crediderit, secundum morem paganorum, virum aliquem aut feminam strigamese, et homines comedere, et propter hoc ipsam incenderit, vel carnem eius, ad comedendum dederit vel ipsam comederit, capitali sententiae pugnetur. Que celui qui, trompé par le démon, croit suivant les usages païens qu'un homme ou une femme est un sorcier et commet des actes de cannibalisme, et qui pour cette raison tue cette personne par le feu ou dévore sa chair, qu'il soit puni de mort. Que celui qui sacrifie au démon et qui, selon les usages païens, fait des offrandes au démon, que celui-là soit mis à mort. Que celui du peuple saxon qui a voulu rester caché sans recevoir le baptême, a refusé de venir au baptême et a voulu rester païen, que celui-là soit mis à mort. Que celui qui, selon les usages païens, a fait brûler le corps d'un mort et a réduit ses os en cendres, que celui-là soit mis à mort. Comment en est-on arrivé là ? Oubliez ce que vous pensez savoir sur l'Europe médiévale. Oubliez la grâce des cathédrales touchant le ciel de leurs flèches élancées. Oubliez la splendeur des manuscrits enluminés et le souffle puissant des bombardes qui abattent les murailles. En cette fin de 8e siècle, la moitié de l'Europe est encore recouverte de forêts, de taillis, de landes et de marécages. Charlemagne, qui vient de succéder à son père Pépin le Bref sur le trône du royaume franc, règne sur plus de bêtes sauvages que d'êtres humains. Au bord des anciennes voies romaines ou sur les berges des grands fleuves du royaume, quelques cités prospèrent, mais il faudra encore plusieurs siècles pour qu'elles atteignent une taille respectable. Quelques centaines d'habitants font une ville importante et quelques milliers font un pôle majeur. Aix-la-Chapelle, l'une des capitales de Charlemagne, fondée près des sources d'eau chaude qui alimentent sa piscine, ce n'est encore que quelques maisons serrées autour d'un palais dont la moitié seulement est en pierre. En dehors de ces lieux, le cadre de la vie quotidienne reste le hameau, qui se développe autour d'une villa, un établissement seigneurial si vous préférez. Les anciens domaines agricoles de l'époque romaine ont bien évolué et entre ces pôles de production, les hameaux sont souvent séparés par plusieurs hectares de terres sauvages. Dans le royaume franc, qui dépasse les limites de la France actuelle, on compte environ 15 millions d'habitants. Pouah, c'est dur, encaissement compliqué quoi. Bon, vous trouvez que je force le trait ? C'est vrai que dit comme ça, on peut avoir l'impression que je vous décris la Terre après une attaque nucléaire.
La vérité, c'est que pour un spécialiste du XVe siècle comme moi, l'Europe carolingienne paraît vraiment exotique, on va dire. L'habitat reste isolé et selon les endroits, les terres agricoles ne sont encore que quelques clairières au milieu des terres sauvages. Évidemment, il y a quand même des grands pôles économiques, culturels et politiques de premier plan. Certaines abbayes sont déjà gigantesques et ont produit de magnifiques manuscrits enluminés dans la profondeur de leur scriptorium. Mais il n'empêche, l'Europe de la fin du 8e siècle, c'est un autre monde qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui. Oui, c'est notre culture. Hein. C'est donc sur cette Europe rurale et sauvage que Charlemagne règne. Ah, Charlemagne, nous y voilà. C'est quand même la resta du Moyen-Âge, non ? Une figure qui a réussi l'exploit de traverser 10 siècles d'histoire sans prendre une ride. En étant au passage acclamé par la féodalité, par l'Église, par la Troisième République et même par les fondateurs de l'Union européenne. Bon, tout ça évidemment en perdant au passage à peu près toute historicité. Revenons à la base. Charlemagne, c'est le rejeton d'une lignée de grands aristocrates francs, possessionnés dans le coin de l'actuelle Moselle, du Luxembourg et de la Belgique, un joli petit bout de terre qui fait partie à l'époque d'un ancien royaume, l'Austrasie. Alors je sais, l'Austrasie c'est la contraction d'Australie et d'Asie, et pourtant on n'y trouve ni kangourou ni panda. Allez savoir pourquoi. Et cette lignée d'aristocrates francs dont je vous parle, c'est celle des Pipinides. Pipinides pourquoi ? Eh bien parce que la lignée compte quand même pas mal de Pépins. Vous en connaissez au moins un, le fameux Pépin le Bref, fils d'un certain Charles Martel. Ah, c'est lui, d'accord. Il faut dire que les Pipinides, ils ont eu de la suite dans les idées. En tant que grands aristocrates, ils étaient bien placés pour voir que la lignée royale des Mérovingiens, fondée par Clovis, n'était plus très en forme. Évidemment, ça fait longtemps que les Pipinides rêvent de monter sur le trône, mais c'est pas si simple, parce que la famille de Clovis est quand même pas mal sacrée. Je vous passe les détails parce que le but c'est quand même de parler de la Saxe, hein, pas du bon roi d'Agobert. Mais en 751, Pépin touche enfin au Graal. Grâce à son pote le pape, il dépose le dernier roi mérovingien et monte sur le trône à sa place. Fini de parler de Pipinides, c'est le début de la lignée royale des Carolingiens. Pour assurer sa descendance, Pépin a pris soin de faire sacrer ses deux fils comme lui-même pour éviter que les autres aristocrates ne profitent de la succession pour remettre tout ce bel édifice en cause. C'est donc en souverain apaisé, heureux et fier de lui que Pépin s'éteint en 768. Il laisse donc deux fils, mais rapidement, l'un des deux va complètement éclipser le second. Avec la mort de Carloman en 771, apparemment de mort naturelle, ce qui n'était pas si fréquent dans les palais royaux de l'époque, il ne reste plus qu'un homme sur le trône, Charlemagne. Encore qu'à l'époque, on ne l'appelle que Charles, enfin Karl. La partie Lemagne viendra plus tard. Ce qui est difficile, c'est la partie pédalo, c'est pas la partie canard. Alors c'est qui, ce Charles ? Eh bien pour commencer, c'est un athlète. Avec son 1,80 m, le roi ne passe pas inaperçu. C'est un chasseur infatigable, un grand sportif qui adore nager notamment. Dans son futur palais d'Aix-la-Chapelle, il fera même construire une grande piscine à ciel ouvert, alimentée par les sources d'eau chaude du coin, dans laquelle il se délassera avec ses gardes du corps et où il recevra même ses invités. Avouez, ça a quand même du style. En dehors du sport, ce n'est malheureusement pas exactement ce qu'on pourrait appeler un savant. Son père Pépin ne voyait pas en lui un futur prix Goncourt et il a limité son éducation culturelle au strict nécessaire, c'est-à-dire à pas grand-chose. Naturellement, il parle tudesque, sa langue de naissance, qui est une sorte d'ancêtre de l'allemand, ainsi que le latin et même un peu de grec. Par contre, il n'a pas ouvert beaucoup de livres dans sa jeunesse et il ne sait même pas écrire. Ça ne le décourage pas d'apprendre pour autant, bien au contraire, et on sait que durant son règne, il adore s'entourer de savants pour les écouter et pour débattre avec eux. En dehors de ses qualités athlétiques et intellectuelles, il y a tout de même quelque chose qui distingue Charles des autres, c'est qu'il a la classe.
Les contemporains s'accordent pour dire que c'est un vrai meneur d'hommes, qui déborde de charisme malgré une voix un peu faiblarde. Il faut dire que celui qui le fera changer d'avis n'est pas encore né. Charles est né pour être chef, et il n'est pas loin d'être borné. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. Quand il se met une idée en tête, rien ne l'arrête. Pour notre bon Charles, le début du règne n'est pas fameux. Son frère Carloman avait déjà des enfants que le roi s'est empressé d'écarter totalement de la succession. L'occasion était trop belle de prendre les rênes du pouvoir pour lui tout seul. Sauf que le Carloman, il avait également des soutiens, et pas qu'un peu. Le coup de force opéré par Charles ne passe pas trop. Sa mère, la fameuse Berthe au Grand-Pied, fait également partie des personnes très critiques de ce premier acte de gouvernement. Qu'à cela ne tienne, Charles les conduit de manière fort peu élégante en l'envoyant finir ses jours dans une résidence proche de Compiègne. Ce qui est sûr, c'est que la première décennie du règne de Charles n'est pas très joyeuse. Ça gronde de partout et la dynastie des Carolingiens est encore bien fragile sur le trône. Le nouveau roi ne se laisse pas abattre pour autant. Ce qu'il lui faut, c'est un grand projet, quelque chose qui occupera son aristocratie un peu trop remuante et lui assurera la gloire personnelle dont il a besoin. Et justement, le destin va lui donner un petit coup de pouce. En 772, une troupe de guerriers saxons lance un raid sur le territoire de la Hesse. Le J c'est le S, genre le RS. Les moines de la grande abbaye de Fulda tremblent dans leurs cellules et à Mayence, on n'est pas très rassuré non plus. Charles s'aperçoit opportunément que les Saxons, qui ont déjà été vaincus par son père en 758, n'ont jamais payé le tribut annuel de 300 chevaux auquel ils s'étaient pourtant engagés. L'occasion est trop belle, le roi rassemble son armée et c'est parti pour une expédition punitive sur les marges du pays saxon. Pour Charles, ce n'est alors qu'un moyen d'occuper l'aristocratie et de ramener du butin tout en faisant semblant de protéger la chrétienté. Mais sans le savoir, il vient de mettre le doigt dans l'engrenage. L'expédition de 772 n'est que la première d'une guerre qui va durer 33 ans et saigner le pays de la Saxe jusqu'à la dernière goutte. Mais c'est quoi, d'abord, la Saxe ? Vous vous en souvenez, on en a déjà parlé dans l'épisode sur la chute de l'Empire romain. La Saxe fait partie des territoires germaniques qui n'ont jamais été conquis par Rome. Eh bien pour commencer, la Saxe c'est immense. Bordée au sud par la Bavière et la Thuringe, au nord-est par la Frise, donc en gros les actuels Pays-Bas, et au nord par le Danemark, elle s'étire de la zone du Rhin inférieure jusqu'à l'Elbe. Bon comme ça vous dit peut-être pas grand-chose. Mais en fait, c'est pas grave, puisque la Saxe c'est une construction des Francs. Elle n'a pas d'existence propre, si vous voulez. Ce n'est qu'un pan de l'Europe où vivent différentes peuplades que les Francs appellent les Saxons, mais qui ne sont pas unis entre eux. J'aime pas les Saxons. Moi, je les apprécie, une fois de temps en temps. Ouais, je sais. Pour essayer les épées.
Si vous avez écouté l'épisode sur la chute de l'Empire romain, vous savez que nos connaissances sur les Saxons sont quand même pas mal lacunaires. C'est une société rurale et guerrière, ça on le sait, sans chef unique, mais dirigée par une aristocratie de nombreux chefs tribaux. Si le royaume franc apparaît encore à la fin du 8e siècle comme un ensemble de hameaux séparés par d'épais taillis et de grandes forêts, autant dire que la Saxe se rapproche encore plus de l'état sauvage. Le territoire ne compte pas de grandes villes, pas même de centres urbains en fait. La plaine centrale s'étire vers les profondes forêts montagneuses du Teutoburger Wald au nord et du Thüringer Wald au sud. Mais surtout, le plus important, c'est que la Saxe est restée païenne. Ah, oui, bien sûr, c'est naturel. Ils sont païens. Karol Cusack place la religion des anciens Saxons dans la case des religions indigènes. C'est une sorte de polythéisme, si vous voulez, visiblement assez proche de ce qu'on peut trouver chez les anciens Scandinaves, par exemple, profondément ancré dans les lieux où vivent ces peuples. Les dieux sont vénérés dans des temples naturels, par exemple des sources ou des arbres remarquables, qui symbolisent, aux yeux des Saxons, le lien entre les forces humaines et surnaturelles. Comme les autres religions dites indigènes, la religion des anciens Saxons est étroitement liée à l'économie rurale et aux pratiques de la guerre que se mènent les tribus entre elles. Les peuples établissent une relation donnant-donnant avec les dieux en quelque sorte, et ils les vénèrent pour obtenir en échange la victoire militaire ou une récolte abondante. Un exemple bien connu de temple naturel est le fameux Irminsul, un arbre gigantesque qui se trouve proche de la ville actuelle de Paderborn. Alors, on n'est pas sûr exactement de savoir s'il s'agissait d'un véritable arbre ou d'une sorte de colonne sculptée, mais les Saxons le tiennent pour sacré et y déposent de riches offrandes pour obtenir la protection des divinités. On retrouve d'ailleurs des choses semblables dans d'autres religions indigènes indo-européennes, avec par exemple le fameux Yggdrasil, l'arbre céleste qui relie les mondes de la mythologie scandinave entre eux. Mais on va reparler de l'Irminsul. On va même en reparler très vite, car le monde des Saxons est sur le point d'être profondément bouleversé par sa rencontre avec un autre type de religion, de celles qu'on appelle les religions universelles. Mais pour l'heure, en 772, l'expédition menée par Charlemagne n'est encore qu'un raid comme les autres. À la tête de sa cavalerie lourde, qui est l'arme de pointe des armées franques, Charles s'enfonce dans le territoire jusqu'à 250 km d'Aix-la-Chapelle. Il a un objectif clair, l'Irminsul. L'arbre sacré et les sources d'eau pure qui l'entourent sont un symbole puissant pour les Saxons, et leurs alentours regorgent des offrandes précieuses amenées de toute la Saxe pour vénérer les dieux. Arrivé sur place, l'armée détruit le sanctuaire sur l'ordre du roi. L'Irminsul est abattu et ses richesses sont pillées. Par ce geste, Charlemagne pense démoraliser les Saxons, en démontrant de manière éclatante la force de son dieu, supérieure aux dieux païens qui n'ont pas pu protéger leur sanctuaire. Après avoir installé un fort et une garnison militaire sur les ruines de l'arbre sacré, le roi s'en revient chez lui, tout content de son exploit. Pour un gros arbre, c'est un gros arbre. Pourtant, ce n'est pas la fin. Furieux, les Saxons prennent leur mal en patience et attendent que Charles reparte pour l'Italie régler leurs comptes aux Lombards. Dès l'hiver arrivé, en 773, un nouveau raid dévastateur est lancé par les Saxons. Cette fois-ci, en plus de ravager les territoires sur la frontière, les Saxons ont eu aussi un objectif symbolique. Ils fondent sur la petite ville de Fritzlar et y incendient l'église édifiée 20 ans plus tôt par Boniface. Ne vous inquiétez pas, on reparlera un peu plus loin de Boniface parce que c'était un sacré bonhomme. En 754, donc environ 20 ans auparavant, Boniface avait voulu frapper un grand coup en abattant le chêne de Donar, un autre arbre sacré dédié au dieu du ciel et vénéré par les Saxons. Pour pousser plus loin encore l'humiliation, il avait fait découper dans les restes du chêne les poutres pour bâtir une église à la place de l'ancien sanctuaire. En 773, c'est cette église symbolique justement qui est la proie des flammes saxonnes. L'engrenage est lancé.
Charles accourt d'Italie et lance de nouveaux raids punitifs en Saxe. Sûr de sa puissance, occupé par tous les fronts en même temps, le roi ne réalise pas encore que la dimension du conflit dépasse déjà la simple révolte. En 776, puis en 778, les raids saxons reprennent. Dès que Charles repart, les peuples qui vivent par-delà le Rhin ne laissent que quelques mois de répit au territoire frontalier avant de repartir à l'assaut. Il faut dire que la cavalerie lourde, ce marteau de guerre dont le roi se sert pour châtier les rebelles, souffre d'une faiblesse majeure. Sans herbes fraîches, il est impossible de nourrir convenablement les lourds destriers pendant l'hiver, sauf à emporter d'immenses quantités de fourrage qui neutralisent la vitesse permise par les montures. Dès que vient le mois de novembre, l'armée franque doit se retirer dans son royaume pour passer l'hiver avant de s'assembler à nouveau au printemps. Les quelques mois laissés sans opération sont une aubaine pour les Saxons qui en profitent pour détricoter tout le travail accompli. Et paf, à peine les beaux jours revenus, il faut tout recommencer. Tiens, chance, il me faut le coup tous les ans. Rapidement donc, il devient clair pour Charlemagne qu'il s'est fourvoyé. Au début, il voulait juste créer une marche, une sorte de territoire tampon tenu par des garnisons pour isoler le monde franc de son voisin saxon un peu trop turbulent. Mais désormais, après 3 campagnes infructueuses, la situation lui apparaît dans toute sa clarté. Aucune garnison n'arrêtera les Saxons, et la menace continuera de peser sur les territoires orientaux du royaume. Les Annales du royaume des Francs, qui relatent tous les événements du règne, écrits pour l'année 775. Alors qu'il passait l'hiver dans la Willa de Kierzy, le roi résolut d'attaquer les tribus félonnes des Saxons et de poursuivre cette guerre jusqu'à ce qu'elle soit forcée d'accepter le christianisme ou qu'elle soit entièrement exterminée. Voilà, le mot est lâché. Désormais, on ne parle plus seulement de châtiment, mais de véritable colonisation et même d'extermination. La Saxe va devenir un territoire franc, même si pour cela elle doit être vidée de ses habitants. Charles en fait le serment. En face, la résistance s'organise. Au sein de ces peuples naturellement divisés, les guerres saxonnes ont fait émerger un leader, un chef charismatique prêt à unir les Saxons contre leur envahisseur. Ce chef, il s'appelle Widukind. Car il était le plus brave et qu'il le valait bien. Bon, pour être franc, on ne sait pas grand-chose de ce brave homme. C'est sans doute un grand aristocrate saxon, en tout cas c'est pas le couillon du coin de la rue, ça c'est sûr. Il apparaît dans les sources à partir de 777. Alors que Charlemagne vient de ravager une fois de plus le territoire saxon, le roi franc tient une grande assemblée à Paderborn, durant laquelle il procède au baptême en masse de nombreux chefs saxons. Et oui, non content d'avoir coupé un des arbres les plus sacrés aux yeux des Saxons, Charlemagne en a fait un lieu de baptême et a installé un palais, histoire de bien aller jusqu'au bout de l'humiliation. Widukind, justement, est l'un des seuls à refuser de se soumettre. Il ne se rend pas à la cérémonie et il commence à regrouper les tribus autour de son obsession, chasser les Francs des terres saxonnes. Allié aux Danois et aux Frisons, c'est lui qui prend la tête de la révolte dans les années qui suivent. Pour Widukind, l'indépendance saxonne et le paganisme sont étroitement liés. Il sait que le roi des Francs ne laissera pas les Saxons tranquilles tant qu'ils ne seront pas christianisés. Et qu'une fois christianisés, de toute façon, il attendra d'eux une fidélité totale.
L'épée et le crucifix sont le même instrument aux yeux de Charles, et Widukind compte bien combattre les deux en même temps. Entre 777 et 785, le chef saxon et ses troupes mènent la vie dure au roi des Francs. En 782, les Saxons réussissent même le coup d'éclat de détruire une troupe de cavaliers francs dans les montagnes du Süntelgebirge, massacrant par la même occasion plusieurs grands officiers du palais de Charles. Mais cette victoire coûtera cher aux rebelles. Le roi de France est colère et il entend bien ne pas laisser ce crime impuni. Tous les captifs saxons qu'il a sous la main sont rassemblés à Verden, au nord de la Saxe, et décapités pour l'exemple. 4500 prisonniers auraient perdu la vie dans ce bain de sang, sinistre illustration de la furie meurtrière qui aveugle Charlemagne. En 785, Widukind doit pourtant se rendre à l'évidence. Il est complètement acculé. Aucune aide extérieure, aucune aide divine ne viendra soutenir l'énergie désespérée de la révolte. Face aux immenses ressources du monde franc et au rouleau compresseur de ses armées, la Saxe n'a pu que gagner du temps sur le chemin d'une certaine fatalité. Il prend donc la décision de courber l'échine. Cette année-là, il rejoint Charlemagne à la grande assemblée que le roi tient à Paderborn et accepte de se soumettre. Pour Widukind, comme pour les autres aristocrates saxons, c'est finalement la décision la plus sage. En acceptant leur soumission, le roi franc les maintient dans leur position avantageuse car il a besoin de relais pour son pouvoir. Charles accepte même de devenir le parrain de Widukind lors de son baptême, promettant que ni l'ancien chef rebelle ni sa descendance ne seront inquiétés. L'eau bénite qui coule sur la tête de Widukind est plus qu'un simple baptême. Ces quelques gouttes marquent aux yeux des contemporains la fin des guerres de Saxe. Charles a fini par triompher et amener ses ennemis de naguère à accepter son règne et sa foi. Et on n'entendra plus jamais parler de Widukind. Et pourtant, à la fin de l'année 792, la nouvelle d'une révolte saxonne parvient aux oreilles de Charlemagne. Cette fois-ci, ce sont les peuplades installées au nord de la Saxe, au plus proche du Danemark, qui secouent le joug franc. Pour Charles, le constat est amer. Malgré tous ses efforts, et peut-être même à cause d'eux, faut quand même bien le dire, rien n'y fait, les Saxons ne veulent pas courber l'échine. Comme d'habitude, la révolte vise les églises, montrant clairement que pour les rebelles, les prêtres et les guerriers sont un seul et même ennemi. Peut-être que vous et moi, on aurait laissé tomber à ce moment-là. Ils veulent pas, c'est comme ça, on va pas s'acharner. Mais Charles, lui, est borné. Il n'a pas prévu de s'arrêter là. Surtout que là, il est clairement en rogne, parce que la révolte tombe au pire moment pour lui. C'est que je suis un petit peu charrette en ce moment. J'ai le chantier de Mano Coxis à terminer. Il y a ce petit problème de carrelage qui est pas très important, mais il faut quand même. Déjà 792, c'est la date d'une grande famine dans tout le royaume. Assez sévère quand même, puisque les chroniques parlent même de cannibalisme. Déjà que les campagnes n'étaient pas très peuplées, si maintenant ils se mangent entre eux, bon. Ensuite, c'est également l'année d'une grande incursion musulmane contre la Marche d'Espagne créée par Charlemagne, de la révolte du duché de Bénévent en Italie et de la conspiration du fils de Charles, un certain Pépin le Bossu. Bref, si vous rajoutez à tout ça la révolte des Saxons, clairement la coupe est pleine. Alors c'est parti, on y va et on repart en campagne. La répression entre 793 et 804 est particulièrement brutale et cruelle, sur fond de révolte sourde, toujours prête à reprendre.
Charles s'enfonce plus loin que jamais en Saxe, jusqu'à la limite du Danemark, où il fonde l'évêché de Hambourg en 804. Des déportations massives sont orchestrées pour détruire la religion païenne, jusqu'à un tiers des Saxons auraient été arrachés à leurs terres pour les envoyer ailleurs dans le royaume, jusqu'en Normandie même. Et surtout, c'est à cette occasion qu'il publie le fameux Capitulo de Partibus Saxoniae, le capitulaire de terreur. Que celui du peuple saxon qui a voulu rester caché sans recevoir le baptême, a refusé de venir au baptême et a voulu rester païen, que celui-là soit mis à mort. Voilà, maintenant vous savez comment on en est arrivé là. Je me souviens quand j'étais en fac d'histoire, ce texte m'avait vraiment marqué parce qu'il représentait l'acharnement d'un homme prêt à détruire un territoire et un peuple plutôt que d'accepter qu'il reste païen. En travaillant sur cet épisode, j'ai eu l'occasion de creuser un peu le sujet et vous allez voir, il y a plus dans ces quelques lignes que ce que je pensais à l'époque. Déjà, on va commencer par chercher la date ensemble. Et oui, là je vous le présente comme arrivant à la toute fin des guerres de Saxe, dans les dernières révoltes, mais honnêtement, il n'y a pas de consensus. Mais alors ce sont des choses qu'on ne sait pas ou des choses qu'on ne sait pas? Qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Non, parce qu'on ne sait pas. En fait, aucun capitulaire original du règne de Charlemagne n'a été conservé. On ne connaît que des copies. Et sur la copie du capitulaire De Partibus Saxoniae, eh bien, il n'y a pas de date. C'est quand même ballot. Alors là, c'est la bagarre entre les historiens, mais on va y aller par étapes. Bon, déjà, il est évidemment compris entre 772, le début de la guerre, et 804, la fin officielle du conflit. On peut même rétrécir un peu, puisqu'en 797, un autre capitulaire, qu'on appelle généralement le capitulaire saxon, a été publié avec des règles beaucoup moins sévères. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit, mais un capitulaire, en gros, c'est comme une déclaration législative. Le roi réunit tous les grands aristocrates et il leur lit le texte qu'on appelle capitulaire parce qu'il est divisé en plusieurs chapitres. Capitulo en latin. Et là, on a déjà un premier indice pour décortiquer le texte. Un capitulaire, ce n'est pas une loi au sens moderne. Aujourd'hui, quand le Parlement vote une loi, l'administration produit des décrets d'application, donc en gros des documents qui précisent le fonctionnement de la loi et qui expliquent comment on va l'appliquer. Puis le décret est transmis à l'administration de terrain qui va donc appliquer la loi et ses décrets. Chez les Francs de Charlemagne, c'est un peu différent. Déjà, y a pas d'administration. Bon, le territoire est quand même divisé en comtés, il y en a à peu près 500 à l'apogée territoriale, mais on n'attend pas du comte qu'il soit une sorte de préfet ou de directeur d'administration. C'est un grand aristocrate, souvent plus ou moins lié par le sang à la famille royale, qui représente le pouvoir dans son comté. Voilà. Comment peut-on ne pas aimer le comté? Si vous en rencontrez un, envoyez-le moi, je peux vous dire qu'avec moi, il va l'aimer. Il rend la justice, il collecte les taxes et il mène les hommes libres du coin à la guerre. Mais il ne reçoit jamais de missive du roi qui lui dit « Tiens Roland, tu vas désormais appliquer le formulaire A38 qui modifie la taxe sur les transactions portuaires au taux de 15%. » Non, non, non. Le comte fait plus ou moins ce qu'il veut. Et de toute façon, comme on l'a dit, il n'a pas d'administration. Ni le comte ni le roi n'ont les moyens financiers ou même logistiques d'administrer la société, et le pouvoir est donc plutôt diffus, pour tout dire même assez théorique. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Voilà, vous comprenez donc pourquoi les capitulaires ne sont pas à proprement parler des lois. Quand Charles en fait proclamer un, en fait il explique aux grands aristocrates sa vision politique. Ça ressemble donc plus à un discours de politique générale, si vous voulez. Et ça, c'est quand même important pour comprendre le fameux capitulaire de terreur, le De Partibus Saxoniae. Charles n'a absolument pas les moyens de vérifier si des Saxons païens se cachent encore dans la société. À la rigueur, les prêtres et les moines qui se sont installés sur le territoire peuvent l'aider, mais l'église saxonne est toute jeune, encore balbutiante, et la Saxe est immense, on l'a dit. Autant dire que niveau application concrète, le capitulaire n'ira pas bien loin. Mais alors pourquoi je vous bassine avec ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la date, cette histoire de capitulaire? Eh bien tout.
Justement. Parce que selon qu'on voit le capitulaire comme un instrument de terreur ou comme un discours de politique générale, ça change pas mal de choses. Et là, on va avoir recours au croisement des sources. Déjà, le capitulaire mentionne les comtes que Charles a installés en Saxe. Or, les comtés n'ont été instaurés qu'en 782, au moment où le roi décide de véritablement coloniser la Saxe. Donc ça rétrécit la fourchette. Maintenant, on sait que notre texte a été rédigé quelque part entre 782 et 797. Ça nous laisse en gros 3 possibilités. Soit 782 justement, au moment de la création des comtés, histoire de foutre les jetons aux Saxons vaincus. Soit 785 au moment du baptême de Widukind. Charles est sûr d'avoir gagné, donc il y va à fond pour être certain de ne pas avoir à revenir en Saxe à la tête de ses armées. Et aujourd'hui, c'est la conclusion qui est la plupart du temps donnée dans les manuels d'histoire, cette date de 785. Soit, et c'est la 3e solution, celle que je préfère, au moment de la dernière révolte. Alors comment peut-on affiner à partir de là ? Déjà, c'est pas très logique qu'un capitulaire aussi cruel soit publié au moment du baptême de Widukind. Si Charles est sûr d'avoir gagné, pourquoi réagir aussi brutalement ? Avec la soumission de son principal opposant, il devrait au contraire se rasséréner et faire preuve de mansuétude. Par ailleurs, on va sortir une autre source du chapeau. Une lettre du pape Adrien adressée à Charlemagne en 786. Dans cette lettre, le pape répond à une demande que le roi lui aurait adressée via 2 ambassadeurs, portant sur la façon de faciliter la conversion des Saxons. Le pape prône une certaine douceur. Pas de mise à mort excessive, il faut avant tout que les Saxons comprennent les erreurs de leur ancienne religion. Logiquement, si on a une lettre qui dit ça en 786, c'est que le fameux capitulaire de terreur n'a pas encore été publié. Sinon, pourquoi Charles demanderait l'avis du pape, hein ? On a 2 hypothèses. Soit Charles est en train de réfléchir au capitulaire sans être vraiment sûr, et il ne décidera finalement de le publier qu'au moment de la dernière révolte parce qu'il en a trop marre. Soit le pape fait semblant de répondre à une question qu'il n'a en fait jamais reçue, histoire de donner son avis sur une politique qui lui semble trop brutale. Voilà, on n'est pas beaucoup plus avancé. Merci. Démonstration magistrale de ce qui saute aux yeux. Mais, on a une dernière source qui peut nous être utile. C'est encore une lettre, mais cette fois-ci, elle émane d'Alcuin, un grand lettré proche de Charlemagne. C'est un peu la célébrité culturelle du moment, et le roi le tient en haute estime. En fait, on a même 3 lettres qui traitent du même sujet, dont une est envoyée à un haut dignitaire, une autre à un évêque, et la dernière à Charlemagne lui-même. Toutes les 3 datent de 796, et la position d'Alcuin est très claire. Fides quoque res est voluntaria non necessaria. Voilà, vous avez compris évidemment. Évidemment! La foi est une affaire de volonté et non une affaire de nécessité. Alcuin explique que pour assurer une véritable conversion, les Saxons ne doivent pas être forcés de croire, et qu'il est trop tôt notamment pour leur imposer le paiement de la dîme, vous savez, cet impôt qu'on verse au clergé, que même les chrétiens fidèles rejettent parfois. Clairement, pour lui, Charles va trop loin en Saxe. En voulant forcer les Saxons à devenir chrétiens, il les pousse à se révolter et à rejeter l'enseignement chrétien, justement. Or, et c'est là que ça devient intéressant, aucune lettre envoyée précédemment par Alcuin ne parle de ce sujet. On peut donc raisonnablement penser que le capitulaire de terreur est très récent, en 796, et qu'Alcuin y réagit à chaud. On peut même aller plus loin. Le capitulaire de terreur aurait par exemple été publié en 795, succédant des inquiétudes côté Alcuin dès 796, lequel aurait influencé Charlemagne pour qu'il modifie sa politique en publiant l'année suivante, en 797, un capitulaire moins sévère qui ne punit plus de la peine de mort, mais plutôt d'amende vraiment salée. Mieux vaut être pauvre que mort, hein, quand même. Vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Oh non, pas de pauvreté, sire. Bref, on va retenir qu'on n'en sait rien.
Mais cette question de la date du capitulaire De Partibus Saxoniae ouvre une autre question dont je voulais vous parler. Finalement, forcer tout un peuple à la conversion, est-ce que c'est moralement acceptable à l'époque de Charlemagne ? Vous allez me dire, non, on peut pas forcer quelqu'un à croire. Et puis finalement, les Saxons, ils font bien ce qu'ils veulent, non ? Et alors? Ne hurle pas si j'ai envie de prier le prix. Et c'est là justement qu'on rentre dans le cœur du sujet. Si vous voulez bien, histoire d'éviter de s'y perdre, on va décortiquer la question en plusieurs bouts. Premier bout, pourquoi Charles a absolument voulu conquérir et convertir la Saxe ? Alors là, on a quand même quelques pistes. Déjà, comme on l'a dit au début, les Saxons menaient fréquemment des raids dans le monde franc. C'est une société de guerriers et les Francs n'ont jamais eu de bonnes relations avec leurs voisins orientaux qui ressemblent finalement un peu à ce qu'ils étaient 3 siècles auparavant. La première raison, c'est donc une volonté de sécuriser la zone. Il faut dire que la Saxe est proche de lieux particulièrement chers aux yeux des Francs. Déjà, il y a une partie des anciennes terres pipinides, celles des ancêtres de Charles. Forcément, ça devait pas lui faire très plaisir de voir ses souvenirs d'enfance partir en fumée. Ensuite, il y a l'archevêché de Mayence, qui pèse un max parce que celui qui l'a dirigé entre 745 et 754 n'est autre que Saint Boniface. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'en parlerais et j'en ai pas parlé. Bon, rapidement alors, mais c'est bien parce que c'est vous. Boniface est un moine anglo-saxon assez balèze qui a passé sa vie à essayer de convertir les anciennes populations germaniques. C'est lui qui a couronné Pépin le Bref en 751, donc c'est un grand ami de la famille royale. Il a converti les Frisons, il a joué au bûcheron en Saxe pour couper des arbres sacrés, vous vous souvenez, et pour finir, apogée suprême de la gloire du firmament, il a eu le droit à un bon petit martyre. Condition sine qua non de tout bon saint qui se respecte. Et oui, il a été trucidé par les païens frisons. Bon, en réalité, c'était plutôt des brigands qui voulaient lui piquer son or et qui étaient super déçus de ne trouver que des bouquins dans les malles du grand saint. Mais c'est pas grave, pour l'église, c'est un martyr, point barre, et donc l'archevêché de Mayence brille de 1000 feux. Et comme cet archevêché est particulièrement prestigieux, les rois francs cherchent à le protéger par tous les moyens. Et pour finir, le Rhin et notamment son delta commencent à devenir des pôles économiques majeurs, que Charlemagne a envie de protéger. Bref, ça c'est pour la raison sécuritaire, on va dire. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale. Deuxième raison, on en a déjà parlé, Charles a besoin d'occuper sa grande aristocratie et de ramener du butin. Les relations politiques de l'époque carolingienne reposent largement sur le fait de donner des terres aux rejetons des plus grandes familles pour s'assurer de leur fidélité. Si on peut piquer ces terres aux Saxons plutôt que de les prendre dans le royaume, c'est quand même pas si mal. Et puis, il y a surtout la troisième raison, qui est la raison religieuse. L'avènement de Charlemagne est une période de véritable exaltation religieuse. Ça convertit dans tous les coins et le nouveau roi est obsédé par l'idée de restaurer la foi et de mener son peuple au salut. Il en fait même une affaire personnelle. Son propre salut dépendra de sa capacité à mener la population au paradis. C'est donc sa mission de protéger les chrétiens, d'étendre le territoire de la foi chrétienne et de convertir les païens. Charles se vit comme un véritable roi de l'Ancien Testament, un peu comme David. D'ailleurs, les chercheurs ont noté que le fameux capitulaire de terreur reprenait des formulations de la loi de Moïse. Pour le roi, il est donc absolument inconcevable que dans son royaume, étendu désormais à la Saxe, demeurent des païens qui rejettent l'enseignement de l'Église. Et oui, l'Église, la foi, le roi, tout ça c'est la même chose pour Charles. Il ne peut y avoir de fidélité à son pouvoir sans foi chrétienne.
C'est ce que je dis, vous êtes pas américain. Si vous étiez américain, vous seriez pour la guerre en Irak. Bon, ok, c'est bon, je suis pour la guerre en Irak. Donc vous êtes américain. Donc on a notre première réponse. Non, pour Charlemagne, il est inconcevable de laisser les Saxons dans leur coin avec leur religion. D'ailleurs, vous vous rappelez de ce que notent les annales du royaume franc à propos de la campagne militaire de 775. Le roi entendait poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que toute la Saxe soit baptisée et soumise à son pouvoir, ou son peuple exterminé jusqu'au dernier. Maintenant qu'on a cette réponse, il nous manque quand même la deuxième partie. Est-ce qu'il est moralement accepté, à l'époque, de convertir de force les païens ? C'est clair que la conversion des Saxons ne ressemble pas trop à une paisible discussion sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. On est plutôt sur des baptêmes de masse, sans demander l'avis de personne. On sait notamment que des baptêmes géants ont eu lieu sur la Lippe et sur l'Elbe, à Paderborn également. Alors j'ai pas trouvé de précision, mais j'aime bien imaginer Charles baptisant d'un coup des centaines de Saxons dans les eaux glaciales du fleuve, en mode baptême à la chaîne. En tout cas, c'est sûr que ça devait être spectaculaire, un peu comme les baptêmes des baptistes aux États-Unis, enfin évidemment sans les gospels. Et c'est vrai également que pour les pères de l'Église, notamment Saint Augustin, la foi était surtout une question personnelle. Il a notamment écrit un traité dans lequel il explique comment amener le futur croyant au baptême via la réflexion sur le message chrétien. Niveau réflexion, pour les Saxons, c'était plutôt restreint, il faut quand même bien l'admettre. Il y a encore des débats parmi les historiens sur la part d'argumentation et la part de coercition dans l'évangélisation des Saxons. Ça fait beaucoup de sion, même avant la guerre. Mais globalement, il faut bien admettre que le contenu du message importait peu, car derrière les missionnaires, c'était l'ombre de l'armée franque qui se profilait. Même Saint Boniface, le fameux, n'était pas vraiment du genre discussion pacifique au coin du feu. Il se baladait en Saxe avec des gardes armés, dont on ne sait pas vraiment s'ils avaient pour but de le protéger ou de rendre son message d'évangile plus persuasif, disons. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'époque de Charlemagne constitue un véritable basculement. De plus en plus, on passe d'une vision personnelle de la foi à une vision collective. Le baptême des nouveau-nés, par exemple, commence à devenir la norme, ce qui est un peu contradictoire quand même avec l'idée d'une conversion individuelle et réfléchie. La pratique des oblats, c'est-à-dire de donner un enfant au monastère pour qu'il devienne moine, se développe également dans le même esprit. En fait, c'est même logique. Si les premiers siècles du christianisme étaient plutôt centrés sur l'expansion du message chrétien, l'Europe de Charles est déjà en majorité chrétienne. Et le vrai enjeu est plutôt de faire respecter cette réalité, justement. Il faut dire qu'il y avait clairement du boulot. En 744, par exemple, un prêtre renégat qui s'appelait Adalbert a dû être sanctionné parce qu'il clamait à qui voulait l'entendre que le Christ lui avait envoyé une lettre personnelle et surtout parce qu'il vendait ses rognures d'ongles en guise d'amulette. Forcément, ça fait mauvais genre. Et surtout, désormais, la religion est une affaire d'État. Charlemagne a été sacré, ce qui n'était pas le cas des rois mérovingiens. Il s'appuie lourdement sur l'Église pour exercer son pouvoir, et il l'exerce au nom de Dieu. Les rites chrétiens deviennent donc des marques de fidélité au pouvoir royal, et s'y dérober, c'est déjà un crime politique. D'ailleurs, dans son capitulaire de terreur, le De Partibus Saxoniae, Charles ne s'intéresse pas à la foi des Saxons, mais uniquement aux manifestations des rites chrétiens. Il s'en fiche finalement pas mal que les anciens rebelles continuent à être païens dans leur cœur, l'essentiel pour lui est qu'ils se fassent baptiser et qu'ils se tiennent à ces nouveaux rites imposés par l'envahisseur. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser.
je ne lui prédis pas un grand avenir. Et finalement, on peut penser qu'il avait raison. Du vivant de Charles, et même après sa mort, les guerres de Saxe, pour brutales et cruelles qu'elles aient été, n'ont jamais été considérées comme immorales. Au contraire, les contemporains du roi, ceux dont on a conservé les écrits en tout cas, voient dans la conquête de la Saxe une des plus grandes réussites du souverain. Un immense territoire a été intégré à l'Église, à la vraie foi, et peu importe qu'une grande partie de ses habitants ait été massacrés ou déportés dans l'affaire. Aux yeux de Charlemagne, de sa cour et de ses clercs, on ne fait pas d'omelette sans casser du saxon. De toute façon, il faudra du temps pour vraiment intégrer la Saxe. Pendant les 2 siècles qui suivent, les évêchés fondés après la conquête sont encore vus comme des territoires marginaux, des sièges épiscopaux sans grandes ressources financières, assignés à la tâche ingrate de guider vers le salut des Saxons encore largement païens dans leur cœur. Mais ça, Charlemagne ne le verra jamais. Comme le dira plus tard l'évêque de Paderborn, le rôle du souverain auprès des Saxons s'est limité à prêcher avec une langue de fer. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. J'espère que cette petite incursion dans un Moyen-Âge assez lointain vous a plu. C'est assez rare que je m'aventure dans les premiers siècles de la période, et pourtant j'aime beaucoup ce moment de transition du paganisme au christianisme. C'est un sujet qui est à la fois terrible et passionnant, et qui marque vraiment le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge. Comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble des sources bibliographiques et des morceaux de musique utilisés dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou un commentaire, et vous pouvez aussi vous abonner au compte Facebook et Instagram du Moyen-Âge dans tes oreilles si vous ne voulez rien rater. Dans le prochain épisode, je vous emmène dans une ville de la toute fin du XVe siècle. C'est là-bas, à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance, dans des rues grouillantes de vie et bruissantes d'activité, qu'on ira ensemble à la rencontre de 5 métiers médiévaux disparus. Abonnez-vous pour ne pas rater ce voyage dans le passé, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine!